L'Ukraine est dans une position plus forte qu'il y a un an. Il y a encore un an, presque tout le monde le disait. L'Ukraine tient bon avec ses dernières forces, les munitions s'épuisent, l'Occident est fatigué. Aujourd'hui, il y a un sommet à Ankara, et cette même Ukraine ne demande pas le salut, mais des systèmes patriotes qu'elle produira elle-même. Qu'est-ce qui s'est passé en 12 mois pour bouleverser ce tableau ? Analysons ensemble, et la version que l'on ne vous montrera pas pour 3 raisons sera à la fin de cette vidéo. Les 7 et 8 juillet, un sommet de l'OTAN s'est tenu à Ankara. Selon Bloomberg, Zelensky est arrivé là-bas dans une position nettement plus forte qu'il y a un an. Ce n'est pas mon avis, c'est l'analyse de l'agence basée sur des faits très concrets. L'OTAN a accordé à l'Ukraine 70 milliards d'euros d'aide militaire pour l'année 2026 avec l'engagement de maintenir au moins le même niveau en 2027. Trump a publiquement promis de donner à l'Ukraine une licence pour la production du Patriot, c'est-à-dire non seulement des livraisons, mais aussi une production propre sur le territoire ukrainien. Cela prendra du temps, mais cela exerce déjà et exercera une pression sérieuse sur la Russie. Dans le même temps, la Russie continue de frapper Kiev, la pression militaire n'a pas cessé au plus fort du sommet, mais c'est précisément dans ce contexte qu'il faut analyser pourquoi l'équilibre des forces a changé. Aujourd'hui, examinons 3 raisons de ce changement. Premièrement, la campagne ukrainienne, notamment contre le raffinage du pétrole et ses effets sur l'économie russe. Par campagne, j'entends une campagne de bombardement. La deuxième. Les chiffres concernant l'interception des drones et ce que cela signifie pour l'Ukraine en général et pour la ligne de front. Et troisièmement, pourquoi 70 milliards d'euros ne sont pas simplement un joli chiffre sur le papier ? Raison numéro 1, frappe sur les raffineries et crise du carburant en Russie. Zelensky à Ankara a littéralement dit « Il ne reste plus une seule grande raffinerie russe qui n'ait pas été touchée par l'Ukraine. » Ce n'est pas une exagération. Selon les analystes du secteur, en juin, la Russie raffinait environ 4 millions de barils de pétrole par jour. Mais c'est un quart de moins qu'il y a un an. Et c'est le minimum depuis 2 décennies. Autrement dit, en 20 ans, cela n'était jamais arrivé. L'Ukraine a réussi à éliminer un quart du raffinage du carburant russe. C'est un succès militaire fantastique. Le déficit d'essence en Russie a atteint environ 25 000 tonnes par jour. Le rationnement du carburant a été introduit dans plus de la moitié des régions de Russie. En Crimée, ils ont carrément instauré une interdiction totale de la vente d'essence. Des toilettes mobiles sont installées dans les stations-service d'Irkoutsk. Parce que les gens faisaient la queue pendant des heures. Et voici ce qui est important. Vladimir Poutine a lui-même reconnu publiquement le problème. Pour la première fois. Pour la première fois, depuis le début de la crise. Avant, il ignorait ostensiblement de tels sujets. Les analystes de l'Institut pour l'étude de la guerre écrivent clairement « C'est une tentative du Kremlin de ne pas paraître déconnecté de la réalité avant les élections parlementaires ». Autrement dit, le problème est si grave qu'il est plus dangereux de se taire à l'intérieur du pays que de l'admettre. Le déficit budgétaire de la Russie pour les 5 premiers mois a atteint, combien déjà, 6 000 milliards. 6 000 milliards de roubles. C'est 60% de plus que ce qui était prévu pour toute l'année. Et ça, c'est en 5 mois. Vous vous rendez compte de ce qui se passe là-bas à cet égard ? Les gens n'en ressentent pas encore les effets, non. Ils le ressentiront d'ici la fin de l'année. La prévision de croissance du PIB pour 26 a été réduite de 1,3, ce qui est très peu, à 0,4, ce qui ne représente pratiquement rien. Parce que ce n'est pas une version de la propagande ukrainienne, c'est le centre d'analyse de la politique européenne et les propres données de la Banque centrale russe. Mais la crise du carburant, ce n'est que la moitié de l'histoire. La seconde moitié traite de ce qui se passe sur la ligne de front, et les chiffres y sont encore plus intéressants. La deuxième raison, c'est l'interception des drones. Et puis, la position sur le front. Zelensky a déclaré à Ankara que l'Ukraine intercepte actuellement plus de 90 drones russes. C'est vrai, l'Institut pour l'étude de la guerre des États-Unis l'a confirmé. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, l'a également confirmé personnellement et a félicité la partie ukrainienne, non pas comme un geste diplomatique, mais comme une reconnaissance d'un résultat technique concret. En parallèle, l'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait frapper loin en Russie, comme lors de l'attaque de drones contre Omsk. Vous imaginez où se trouve Omsk ? C'est là qu'est située la plus grande station de pompage de pétrole.
La distance est de 3000 km. C'est la première frappe de ce genre depuis le début de la guerre. Il ne s'agit pas d'une action isolée, mais d'un système organisé de frappe à longue distance. La Russie continue d'avoir des avancées ponctuelles à l'Est, mais le rapport de force a changé. Il y a un an, l'Ukraine se défendait et sollicitait de l'aide pour survivre. Aujourd'hui, elle mène une campagne systématique d'épuisement économique de l'ennemi. Elle protège le ciel plus efficacement que jamais depuis la guerre. La seule chose qui leur manque vraiment, ce sont des systèmes patriotes pour abattre un certain type de missiles russes. Troisième raison. Comme toujours, vous l'avez deviné, encore une fois, c'est l'argent. 70 milliards d'euros, ce n'est pas un simple geste de bonne volonté. C'est un engagement formel de 32 pays de l'OTAN fixé pour l'année 2027. Parallèlement, l'Ukraine travaille déjà sur un crédit séparé de l'Union européenne. Ce sont des choses différentes. L'OTAN et l'Union européenne, ce n'est pas la même chose. Pour 90 milliards d'euros, l'Ukraine a déjà reçu les premiers versements de ce crédit, réduisant la pression sur les budgets militaires et civils. La promesse de Donald Trump de transférer la licence de production du Patriot, c'est un niveau de relation fondamentalement différent que la simple fourniture d'armes. La licence signifie une intégration à long terme de l'Ukraine dans l'industrie de défense occidentale, et non une aide ponctuelle qui peut être interrompue par une décision politique de telle ou telle personne. Comparez cela avec le ton d'il y a un an, lorsque chaque livraison était discutée comme une faveur mise en doute. L'architecture du soutien à l'Ukraine est devenue plus solide. Et c'est un changement structurel, pas émotionnel. Cela semble indiquer que la position américaine a évolué vers un renforcement de la pression sur la partie russe. Nous ne savons pas ce qui a provoqué cela. Ils ne le diront pas à voix haute, mais il faut toujours regarder non pas les paroles, mais les actes. Trump vend des armes aux Européens pour qu'elles soient transférées en Ukraine. Il a accepté la fabrication de systèmes patriotes sur le territoire ukrainien. Et, apparemment, il se passe encore quelque chose qui ne plaît pas du tout à la Russie. Je serais très surpris si ce n'était pas le cas, connaissant Trump, c'est bien le cas. Donc, 3 piliers, des positions encore plus fortes, l'épuisement économique de la Russie par des frappes sur le raffinage du pétrole, la supériorité technique dans l'interception des drones et les frappes à longue portée, et l'ancrage institutionnel du soutien occidental pour les années à venir. Pas seulement pour un cycle budgétaire où l'inquiétude persiste. Chaque pilier est vérifiable séparément, ce ne sont pas de simples souhaits. Il y a un an, nous nous demandions si l'Ukraine survivrait, ce qui était terrible et incertain. Et pendant cette année, messieurs, 20 000 chaque mois, multipliez cela par 12 mois, 250 000 de jeunes Ukrainiens. Aujourd'hui, il s'agit de savoir dans quelles conditions cela finira, et par quoi. C'est une différence que chacun qui veut comprendre ce qui se passe devrait remarquer, et pas seulement réagir. Je pense quand même que 250 000 jeunes Ukrainiens, c'est un prix trop élevé pour un morceau de terre. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de décider. Quoi qu'il en soit, comme je l'ai déjà dit, la situation en Ukraine évolue. Cela ne veut pas dire qu'elle a changé, cela ne veut pas dire que l'Ukraine peut maintenant chasser la Russie. Et je pense simplement que dans la tête des responsables russes, au Kremlin et autour, quelque chose commence à changer. Quelque chose commence à changer, et cela peut apporter des évolutions positives. Sur ce, mesdames et messieurs, nous terminons. À suivre,